Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tournage un peu tardif pour ma part, il est 23h07 à l'heure où je m'enregistre. Je sors de Manchester City Nottingham Forest, une victoire pour les Citizens. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas vu ça, voilà, la série de 7 matchs sans victoire pour la bande à Pep, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et ouais voilà, City qui retrouve le goût de la victoire, ça va leur faire du bien. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour parler un petit peu de la méforme du club là, depuis ces derniers temps. Il y a eu cette victoire aujourd'hui, mais je pense que c'est bien de faire un petit point, voir où le club en est, un peu à l'image de ce qu'on a fait l'autre jour sur le frère ennemi à Manchester United. C'était la question du tournant Ruben Amorim. Peut-être que là, on est sur un tournant pour City avec cette victoire du coup aujourd'hui, et peut-être la fin de cette méforme des dernières semaines. C'est ce qu'on verra, on tentera d'expliquer ça et de peut-être résoudre le problème dans cette vidéo. Mais voilà, pour commencer, petit retour du coup sur le match que j'ai vu ce soir, City Nottingham Forest. Au niveau des compos, on était sur un 4-2-3-1, 4-1-4-1. Ouais, je suis pas trop d'accord avec la composition affichée. On avait du coup Ortega au cage et Pep a signifié de toute façon qu'il allait faire jouer la concurrence avec Ederson et je trouve que c'est une très très bonne chose. Ortega qui a été décisif encore ce soir, donc très très content de voir cette politique là instaurée par Pep. Sur la défense, le retour de Ruben Dias, ça a fait du bien. Lui qui est vraiment un maillon essentiel à cette équipe, un très très bon défenseur. Son retour a fait du bien. Avec lui, on avait Akanji, Natanake et Gvardiol en défense. Gvardiol, très intéressant, je l'ai tweeté dans la soirée. Gvardiol, vraiment un très très bon joueur et qui, voilà, un peu à l'image de ce que fait Jules Koundé au Barça, voilà, qui a été capable de se transformer en latéral droit et d'être vraiment très très important cette saison. Avec Gvardiol, il commence à s'y faire à son poste de latéral gauche et il a apporté de très très belles choses offensives ce soir, à l'image de sa projection sur le premier but. Vraiment, vraiment intéressant, capable de jouer second attaquant à côté d'Haaland, c'est assez drôle. Mais voilà, je voulais mettre ça en lumière. Au niveau de milieu, on avait Gundogan un peu plus reculé que les autres et je trouve qu'après il y avait cette ligne de 4 très 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 mobile. Doku, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva. Donc ça c'est très intéressant. Guardiola arrive à bien le faire et ce soir on l'a vu et c'est vraiment vraiment sympa. Et Erling Haaland, bien évidemment, en neuf. En face, une équipe de Forest avec Chris Wood qui marche sur l'eau en début de saison. Je crois qu'il y a 9 buts, si je dis pas de bêtises. Voilà, on avait du Gibbs White, du Dominguez, du Milenkovic, une équipe assez classique côté Forest. Et City a déroulé, marque très très vite dans ce match, a plutôt bien entamé Forest, le match, pardon, plutôt bien entamé le match. Il a fait mal à Forest, voilà, je vais y arriver. Il est tard, hein. Vous m'excuserez. Et ouais, très très bon début de match, il marque assez vite avec du coup, je le disais il y a quelques secondes, cette projection de Gvardiol qui centre pour De Bruyne. Non, c'est Gundogan, pardon. C'est la projection de Gvardiol qui la met à Gundogan, Gundogan centre pour De Bruyne. De Bruyne frappe et c'est Bernardo qui met le but. L'action est un peu longue, mais voilà, premier but de Bernardo Silva assez tôt dans ce match, ça a fait du bien à City. On s'est dit, ah, peut-être que ça y est, c'est la méforme qui se termine. Et en effet, voilà, belle victoire 3-0. J'ai trouvé la proposition offensive assez intéressante globalement. J'ai bien aimé le match de Doku qui met un but ce soir, qui met le troisième but, un beau but d'ailier. Un peu de déchets techniques encore de sa part, mais voilà, qui apporte du déséquilibre, qui est assez intéressant. Donc voilà, on va quand même lui mettre ça à son crédit. Et il est encore jeune, donc il aura tout le temps de progresser. Bernardo Silva assez mobile, De Bruyne retrouve du gaz, voilà, lui qui a eu sa grosse blessure l'an dernier. Ça commence à revenir, il met un beau but en plus, il aurait peut-être pu mettre un doublé si Bernardo lui avait pas volé le premier but. Mais voilà, globalement un match plutôt réussi de la part de City, et voilà, une victoire qui va faire du bien. Malgré tout, on va tenter d'expliquer la méforme des dernières semaines. Et pour moi, je commencerai mon analyse en parlant de ce match du 17 avril 2024. Cette élimination en quart de finale face au Real Madrid, qui pour moi m'avait un petit peu marqué, même beaucoup marqué dans la saison de City l'an dernier, parce que j'ai trouvé, mais voilà, c'est une statistique assez parlante, 33 tirs à 8. C'est un City qui a été capable de faire mal au Real, mais sans jamais les punir, et qui s'est fait punir au final au tir au but. Un match qu'ils auraient dû gagner 30 fois si c'était joué 30 fois. Mais malheureusement, ils sont tombés sur un Real qui a su y faire et qui a finalement en plus gagné la Ligue des Champions derrière. Mais voilà, ça a été pour moi le début de peut-être d'un Manchester City qui en ronronne un peu trop, qui, voilà, qui a du mal à finir ses actions.
Donc voilà, si on se rappelle un petit peu de l'équipe, on avait presque la même défense. Bon, on avait Ederson à la place d'Ortega, on avait Walker alors qu'on avait Nathan Ake du coup qui jouait du coup de central. Il y avait bien évidemment Rodri. Voilà, on retrouve un petit peu cette même ligne de 4. On avait Doku aujourd'hui à la place de Foden. Voilà, c'était juste un petit point compo, mais voilà. Pour moi, c'est peut-être une première pierre qui explique les complications en ce début de saison. J'étais vraiment assez étonné de ce match, de voir que City n'avait pas réussi à vaincre ce Real qui n'était pourtant pas un si grand Real que ça l'an dernier, malgré tout. Voilà, à prendre avec des pincettes, mais voilà. J'ai trouvé du coup ouais, que ce match c'était peut-être une première pierre. Et la seconde, pour moi, a été vraiment très très parlante, c'est ce mercato estival qui a été vraiment léger. Et là aussi très étonné de voir que City n'a pas plus dépensé que ça. Alors on peut peut-être comprendre vu les contraintes financières et tous les risques qu'il y a autour de City, toutes les allégations qu'ils ont eu droit ces derniers temps. Mais voilà, en tout cas, ce mercato estival m'a plutôt étonné, assez pauvre. On n'a eu que Savigno acheté, qui était déjà dans le City Group en plus, voilà, pour 25 millions, qui avait fait une très très bonne saison en Espagne du côté de Gérone. On a eu le retour libre de Ilkay Gundogan. Alors moi, en tant que supporter catalan, j'étais un peu triste au début, mais quand je vois que là, à 33 ans, même 34 maintenant, il me semble, il fait un début de saison vraiment complexe. Et quand je vois la réussite du milieu catalan, voilà, je suis un peu moins triste, mais c'est vrai que son départ m'a beaucoup étonné. Bon, après, on peut le comprendre vu comment son passage à City avait été réussi. Mais on a seulement deux petites recrues, on verra ensuite, on parlera de l'effectif, mais j'ai trouvé que c'était assez pauvre par rapport aux besoins du club. Et surtout quand on regarde la liste de départ avec notamment Julian Alvarez à 24 ans. Bon, certes, il y a eu un gros chèque encaissé derrière, mais un départ assez conséquent. Il y a Cancelo qui était déjà en prêt depuis 2 ans maintenant, mais qui est parti. On a eu Sergio Gomez également, Harold Bellis. Voilà, quelques jeunes qui sont partis derrière. Yann Couto qui avait fait un très très bon prêt également, qui est parti du côté de Dortmund. Donc assez étonné, notamment moi, Couteau, je l'aurais bien vu à City, ça aurait pu faire du bien sur le côté droit. Mais voilà, un mercato globalement très pauvre du côté de Manchester City. Et ça explique pas mal de choses, je trouve. Surtout quand on met en lumière le mercato de l'été dernier, du coup le mercato 2023, avec l'arrivée hop là, de Josko Gvardiol, de Mateus Nunes, de Doku, de Kovacic. Voilà, par exemple, Gvardiol et Doku qui ont plutôt bien réussi. Nunes, c'est encore un peu tendre. Je pense que voilà, il y a encore de la marge. Kovacic, c'est un vrai leader de vestiaire, un joueur qui apporte de belles choses. Donc voilà, assez étonné de ce mercato. Et pour moi, la dernière pierre, hop là, c'est un petit article de SoFoot. C'est le changement dans la direction sportive avec le départ de Txiki Begiristain qui était là depuis 2012, un très très bon ami à Pep en plus. Donc ouais, c'est un départ qui risque d'affecter un peu tout le monde, notamment Guardiola le premier. Et donc, ça avait été annoncé, ce serait potentiellement Hugo Viana du Sporting qui viendrait remplacer Txiki. Donc, ce sera affaire à suivre, mais c'est quand même une succession de nouvelles assez importantes et qui risquent de changer pas mal de choses dans le club Citizen et qui ont potentiellement beaucoup chamboulé ce début de saison. Après avoir dit tout ça, on peut regarder désormais le classement et voir que Manchester City est quatrième après du coup cette journée. Il me semble qu'il y aura des matchs demain. Je vois que Brighton a un match en moins, il me semble qu'il joue du coup demain. Hop là, c'est ça. Du côté de Fulham, ce sera affaire à suivre. Si on se remet le classement. Donc voilà, pour l'instant Manchester City est quatrième de Première League. Un petit peu de retard, 2 points de retard par rapport aux deux clubs londoniens, Chelsea et Arsenal, mais surtout voilà, les 9 points de retard face à Liverpool, c'est assez conséquent. Et ça fait du mal. Ça fait du mal pour l'instant. Ça fait bizarre déjà de voir City quatrième. Et on les voit un peu patauger. On verra un petit peu les matchs là, de ce début de saison. Côté Ligue des Champions, on est sur un club qui est 17ème. 17ème, je ne sais pas si on se rend compte. Manchester City 17ème. Alors oui, il y a beaucoup de surprises avec là par exemple le Real qui est dernier barragiste, le PSG qui n'est même pas barragiste, le Bayern aussi qui est pour l'instant que 13e même si ça va mieux. Donc ouais voilà, Manchester City quand même 17ème qui a été champion en 2023, qui a fait une belle campagne malgré tout l'an dernier. Ça fait bizarre de voir City dans ces positions-là.
Malgré tout, ils peuvent compter sur un Erling Haaland très très solide, avec déjà 12 buts et ici meilleur buteur de Première Ligue, qui avait fait un très bon début de saison. Un peu plus calme depuis quelques temps, mais voilà. Il y a quand même malgré tout des réussites. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas tout rose côté City. Voilà, on l'a vu sur ces derniers matchs. Ça a commencé, hop là, ça a commencé, tac, 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 je vais y arriver. Match de coupe, il est là. Il est là, ce match de coupe. Cette défaite à l'extérieur du côté de Tottenham, défaite 2 buts à 1. Tottenham, le fameux épouvantail aggro de Première Ligue. Ouais, ça a commencé du coup en Cup avec cette défaite face à Tottenham. Il y a eu ensuite pas mal de revers, une succession de 4 revers en Première Ligue pour City. Je le répète souvent dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de la part du club qui nous a habitués à tellement mieux. Deux défaites d'affilée 2-1 du côté de Bournemouth et de Brighton. Ce lourd revers face à Tottenham à domicile 4-0. C'est assez conséquent, sachant que Tottenham ne fait pas non plus une saison tout feu tout flamme. C'est un peu compliqué pour eux, mais ouais, gros revers à la maison. Derrière le revers 2-0 à Anfield. D'ailleurs, Willou en a parlé dans sa dernière vidéo assez intéressante. Il était au match d'ailleurs. Donc si, bon, je vais pas lui faire de la pub parce que je pense qu'il est 1000 fois plus connu que nous. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo que je trouvais très intéressante. Et du coup, une défaite et un match nul en Ligue des Champions. Du coup, la grosse défaite face au Sporting, 4 buts à 1 pour l'un des derniers matchs de Ruben Amorim. Et ce match nul qui a fait grand bruit également face au Feyenoord, le club de City menait 3-0 et s'est fait remonter en, je crois, 15 minutes, même pas. Donc ouais, match nul 3 partout, ce qui fait que City est pour l'instant 17ème. Et ce qui fait pas mal de points perdus un peu partout. Qui explique du coup que City a un peu décroché en Ligue des Champions, en Première Ligue. Et on va essayer d'apporter des réponses au sein de cet effectif Citizen. Du coup, petit volet tactique qui démarre. Très hâte de faire ça. Quand on regarde un petit peu cet effectif, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs qui approchent de la trentaine ou qui ont déjà une trentaine bien entamée. Déjà au poste de gardien, c'est pas forcément le plus impactant. L'âge, on va dire qu'il y a beaucoup de gardiens qui se bonifient avec le temps. On a quand même Ederson Ortega à 31 et 32 ans, Carson qui a forcément moins de temps de jeu mais qui a 39 ans. Donc on est sur des âges assez avancés, quand même des gardiens toujours performants, mais bon, sait-on jamais, c'est quand même assez significatif quand on voit un Liverpool qui a été capable d'investir sur Mamardashvili. Donc bon, c'est des choses à mettre en lumière. Sur la défense également, alors oui, il y a le jeune Simpson Posey qui a fait ses débuts il y a quelques semaines. J'ai plus exactement le match en tête. Je sais qu'il y a eu quelques minutes il n'y a pas longtemps. Et voilà, qui a 19 ans. Derrière, sur les centraux, alors oui, il y a Gvardiol qui est capable de jouer central qui a 22 ans, mais on a Ruben Diaz 27, Akanji 29, Ake 29, Stones 30. Ça commence à faire, surtout que c'est des joueurs qui sont là depuis quelques temps. Donc on était habitué à voir City tout au long des années 2010 investir de gros montants, ne pas hésiter à mettre des 40, 50, 60 millions sur des défenseurs. Mais là, ça commence à faire et l'âge commence à avancer et peut-être qu'une ou deux recrues à ces postes-là pourraient faire du bien. Comme sur les côtés, on se rend compte que oui, on a Gvardiol qui est très performant à 22 ans. Wilson Esbrand à voir ce que ça vaudra à 21 ans. Il me semble qu'il est formé à City. À droite aussi, on a Rico Lewis qui est capable de jouer un petit peu partout, mais on a Kyle Walker où le capot commence à bien fumer. On l'avait vu l'autre jour face à Tottenham, ça commence à être compliqué pour lui à 34 ans. Certes, à le brassard de capitaine, joueur toujours intéressant, mais je trouve que cette défense mériterait un petit renouveau. Peut-être que cet hiver, ça pourrait faire du bien d'aller chercher une ou deux recrues. C'est pas forcément la priorité dans l'effectif, je trouve, mais bon, peut-être que s'y pencher, en tout cas l'été prochain, c'est obligatoire. Mais si recrue il peut y avoir cet hiver, ça peut être intéressant. Au milieu, là, c'est pour moi la clé côté City, puisqu'il y a ce monsieur Rodri, Ballon d'Or 2024, amplement mérité, je le redis, qui s'est fait les croisés, qui va louper quasiment toute la saison. Là, on le voit, retour espéré le 31 mars 2025. Ça fait du temps. Ça fait du temps. Et il n'y a pas forcément de remplaçant poste pour poste, en tout cas dans cet effectif. Il n'y a même plus Calvin Phillips. Blague à part. Mais voilà, Rodri n'a pas de vrai remplaçant dans cet effectif.
On voit que Pep essaye d'accommoder, des fois c'est Gundogan, des fois c'est Kovacic dans ce rôle-là, mais c'est pas des joueurs, c'est pas des vrais 6 de métier. Donc là on voit la petite rumeur Samuel Ricci, ça peut être intéressant. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est un joueur assez intéressant Samuel Ricci. Mais il y a aussi une rumeur qui existe autour de Martin Zubimendi, la Real Sociedad, joueur que j'aime beaucoup, ce milieu espagnol. Je crois qu'il est assez jeune, il a 23 ans si je dis pas de bêtises. Mais ça peut être assez intéressant d'aller le chercher, d'avoir vraiment un profil complémentaire à Rodri. Un joueur aussi qui pourrait être associé à Rodri, pas forcément être remplaçant, peut-être dans un 4-2-3-1. Ça peut être pas mal d'avoir un profil à la Rodri. Du coup, vraiment, pour moi, ce qui manque actuellement à City, c'est ça. D'avoir une deuxième pierre angulaire. Parce qu'aujourd'hui, on a un besoin d'avoir des effectifs ultra dotés de partout, avec des doublures. On n'est pas sur un début des années 2010 où on a un Busquets et on n'a pas forcément besoin d'un Busquets bis. Aujourd'hui, il faut un Rodri bis et c'est ce qui manque à ce City. Et c'est ce qui risque de faire assez mal, notamment dans les gros matchs. Parce qu'après, derrière, on a quand même du monde. On a Matheus Nunes, Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Pas mal de joueurs qui peuvent jouer 8-10. Donc, il y a matière à faire, mais c'est vrai que bon, je pense que beaucoup de gens le disent, il manque un 6 en plus dans cette équipe. Et devant, je trouve que c'est assez pauvre également. On a Doku et Savigno qui ont ces rôles de joueurs déséquilibrants. C'est assez jeune, on a Savigno qui a que 20 ans malgré tout, donc ça c'est à prendre en compte aussi, c'est peut-être encore un peu jeune, même si je pense qu'avec de la confiance ça peut bien marcher. Et à côté de ça, on a Foden, meilleur joueur de PL l'an dernier, qui fait un début de saison très très complexe, et voilà, qui a peut-être un peu de mal à assumer la saison d'après, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on le retrouve pas trop par rapport à ce qu'il était capable de faire l'an dernier. Et on a Jack Grealish, où on se pose toujours la question de l'énorme investissement fait sur lui avec ses 117 millions d'euros, mais qui est malgré tout un joueur intéressant, mais peut-être est-ce qu'on manquerait pas d'un profil en plus dans cette attaque? Est-ce que Oscar Bob peut être ce joueur-là, lui qui est aussi blessé, retour espéré du coup le 20 janvier, on le voit avec une fracture de la jambe? Je ne sais pas, c'était un joueur qui avait fait une très très grosse pré-saison de mémoire. Peut-être qu'il peut apporter quelque chose en plus dans cette attaque, sachant qu'il manque aussi une doublure à Erling Haaland. Bon, c'est pas forcément un problème parce que c'est un joueur qui est capable d'enchaîner. Mais malgré tout, Julian Alvarez, on se souvient l'an dernier, a fait un très très bon début de saison, capable de jouer un petit peu sous Haaland. Ça a apporté de belles choses, notamment quand De Bruyne était encore blessé. Donc ouais, il y a quand même vraiment des besoins dans cet effectif. Et on voit quand même pas mal de réponses aux problèmes actuels de Manchester quand on fait le tour de cet effectif. Si on regarde sur le dispositif, enfin, pour mettre en lumière l'effectif d'une autre manière, vous connaissez désormais mon petit visuel Canva, vous êtes habitués. J'ai essayé un petit peu de refaire ce que j'avais fait l'autre jour avec United, voilà, placer un petit peu les joueurs, voir un peu ce qui manque, ce qu'il faudrait ajuster, etc. Je suis parti sur un 4-3-3. Alors oui, Pep aime beaucoup manier son équipe. J'ai pas osé faire le 3, ce 3-4-2-1, 3-2-4-1, appelez-le un peu comme vous voulez. Je suis resté du coup sur une défense à 4. C'est un peu plus à la mode en ce moment. Mais voilà, on a du coup Ederson, Ortega, Carson. Ça peut être Ortega, Ederson, Carson, en fonction des envies de Pep. Je mets malgré tout Ederson devant, mais voilà, ça peut bouger. De toute façon, faites pas trop gaffe à l'ordre dans lequel je place les joueurs. C'est vraiment pour illustrer mes propos et pour pouvoir en discuter justement. Par exemple, bah, du coup, j'ai mis Rico Lewis devant Kyle Walker parce que ça peut être intéressant d'avoir plus de temps accordé aux jeunes joueurs de City, lui qui peut jouer un petit peu partout, mais peut-être qu'il peut avoir une place à prendre sur ce poste de latéral droit, qui peut apporter de belles choses, capable de se projeter, un peu à l'image de ce que se fait Alexander Arnold, dans une moindre mesure bien entendu du côté de Liverpool. Mais ça peut être intéressant, sachant que Walker a 34 ans, ça commence à être compliqué pour lui. Peut-être que Rico Lewis, c'est la saison pour lui où il peut vraiment percer très très fort, parce que Pep l'aime beaucoup d'ailleurs, et c'est un excellent joueur, on va pas se le cacher. Mais écoutez, peut-être que Rico Lewis aura fort à faire cette saison. Ça peut être intéressant déjà d'aller chercher quelqu'un à droite, parce que Kyle Walker peut aussi jouer central, c'est pas choquant. Je pense qu'avec l'âge, il pourra finir central. Au niveau de la défense centrale, je pars sur Ruben Dias Akanji pour l'instant, sachant qu'il y a pas mal de joueurs en défense qui ont quelques pistes ailleurs. Je crois que c'est peut-être Manu Akanji qui était prévu enfin pas prévu, mais qui avait des offres de départ cet été. Donc écoutez, ce sera affaire à suivre. On aurait du coup Nathan Ake, John Stones derrière et Simpson Posey également.
Donc à voir, John Stones qui avait été un super milieu défensif il y a 1 an et demi maintenant. On a disposé un rôle que Pep lui donne un petit peu moins maintenant. Mais bon, quand on regarde comme ça, c'est qu'il y a quand même malgré tout du matos. Chaque poste est doublé. Même pareil à gauche, on a Gvardiol et Lewis Brand. Tous les postes sont doublés. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu plus de monde pour densifier un petit peu cette défense? Peut-être rapporter un petit peu plus d'expérience, notamment au poste de latéral gauche. Un petit peu de renouveau dans l'axe, ça peut être pas mal. Et également à droite. Écoutez, voilà, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur l'effectif juste avant. Je pense que voilà, quand on a le visuel sous nos yeux, on le comprend un petit peu mieux. Mais il y a pour moi des ajustements à faire en défense, peut-être pas immédiatement cet hiver, mais en tout cas l'été prochain, c'est clair et net. Sur le milieu, du coup, c'est ce qu'on disait, on a Rodri, je mets forcément De Bruyne et Bernardo Silva en titulaire. J'ai mis Gundogan ici un petit peu par défaut, parce que c'est le rôle qu'il y avait ce soir. C'est peut-être celui que je vois le mieux avoir ce rôle derrière Rodri. Mais pour moi, c'est clair et net, il faut un joueur en plus. Déjà pour pouvoir avoir Gundogan un petit peu plus haut, pourquoi pas à la place de Kovacic ou à la place de Mateus Nunes, sachant qu'on a aussi le jeune Makati. Donc ouais, pour moi, il faut clairement un milieu défensif et c'est assez criant quand on le voit affiché comme ça et qu'il y a quand même du bon matos pour pouvoir jouer 8-10. Donc ouais, il faut libérer un petit peu Gundogan de ce rôle-là. Et devant, ben voilà, je parlais du manque de densité offensive, ben voilà, ça saute aux yeux. Il n'y a personne derrière Haaland. Euh, et il y a que deux noms, quoi, avec Grealish Doku et Foden Savigno, avec Oscar Bob en plus qui est blessé. Il y a que deux noms par côté. Donc ouais, par rapport à ce qu'on a vu sur l'effectif de Manchester United l'autre jour, c'est quand même assez criant. Il y a vraiment des besoins dans cet effectif season, à voir ce que le board pardon, sera capable de manier, de faire venir peut-être cet hiver. Je pense que si je suis voilà, Tiki et son remplaçant, peut-être s'il arrive en janvier, j'irai chercher un 6, j'irai chercher un attaquant un petit peu complet, capable de jouer un peu partout. Ça peut être pour moi les deux priorités de l'hiver. Et l'été prochain, je me pencherai sur un ou deux défenseurs et peut-être un peu plus de monde au milieu ou devant. Donc voilà les amis, ça conclut ce petit passage sur l'effectif de Manchester City. Club assez intéressant à suivre, encore une fois, enfin, comme toutes les saisons, de toute façon, c'est vraiment un club passionnant. Mais je pense qu'ils vont avoir pas mal de boulot et je pense que les prochaines semaines vont être vraiment cruciales pour leur saison. Je ne sais pas si le match à Anfield a été un tournant dans la saison. En tout cas, ça peut être un tournant dans les têtes Citizen et je pense que ça peut être une défaite qui leur a fait du bien quand on voit le match ce soir face à Forest. J'ai l'impression que tout est revenu un petit peu dans l'ordre. On verra si dans le championnat, même pour la suite, ce sera vraiment un tournant et qu'on s'en souviendra comme un match marquant de cette saison 2024-2025. Mais en tout cas, très très hâte de voir ça. Et voilà, je vous remercie les amis de m'avoir écouté. J'aime beaucoup faire ces petites vidéos sur les clubs où on analyse un petit peu ce qui se passe en détail. Je vois que la vidéo sur United a plutôt bien marché par rapport aux autres vidéos, donc assez content. Et je fatigue un petit peu, je pense que ça s'entend dans ma voix. Il est 23h30, je vais gentiment aller me reposer. Demain, tournage du deuxième épisode d'Inside. Très très hâte de vous proposer ça, parce que ça va être vraiment sympa. Et sur ce les amis, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.